bonjour à tous. Donc Emmanuel Baptiste, je suis pathologiste au cabinet CIPAC sur Lyon. Donc je suis en particulier intéressé par la gynécopathologie et les pathologies thoraciques. Donc c'est vraiment le lien à des limites pour analyser ces particules. On peut voir une résolution de l'ordre de 0,5 microns. On peut s'aider de techniques complémentaires, en particulier la lumière polarisée, pour mieux voir ces particules minérales. À l'inverse, la microscopie électronique permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail, et avec les techniques d'analyse au rayon X permet de caractériser ces particules minérales qui sont de très petite taille, voire au niveau du nanomètre. Donc quelques illustrations de cas d'anatomie pathologique. Donc en microscopie optique, donc là vous avez à gauche une illustration de ce qu'on appelle le granulome. Donc c'est vraiment la lésion élémentaire de la réaction de l'organisme contre un corps étranger, une particule étrangère. Donc c'est les macrophages dont on a déjà parlé, qui vont essayer de résorber, de phagocyter ces particules et qui n'y arrivent pas forcément, et qui vont petit à petit fusionner pour ce qu'on appelle créer des cellules géantes plurinucléées. Donc on peut... Voilà. Donc on voit ces cellules avec plusieurs noyaux. C'est une fusion de macrophages qui n'arrivent pas à digérer en fait ces particules étrangères. Donc là on est par exemple en sous-cutané. Par exemple on peut avoir eu un traumatisme, des débris de verre ou des petites particules comme ça. Donc en fait c'est des empreintes de ces particules qu'on va voir là. Et donc on les voit dans le cytoplasme de ces cellules géantes plurinucléées. Là, c'était un cas d'un patient qui avait fait des injections sous-cutanées de Subutex. Et donc, on voit là ces particules, pareil, réaction granulomateuse. Et là, l'avantage de la lumière polarisée, là, on peut voir un peu mieux ces particules. Donc là, c'est un excipient du Subutex, c'est l'amidon de maïs. On a cet aspect caractéristique qui a été décrit en croix de Malte. C'est une illustration intéressante de l'apport de la lumière polarisée. Et puis là, pour parler donc des essures, donc, on retrouve ici, donc, on est dans une paroi tubaire. On retrouve ici ces cellules géantes plurinucléées. Là, on voit des corps étrangers avec la cellule qui est ici autour, avec tous ces noyaux. Donc, pour aller plus loin dans l'analyse de ces particules, donc on part donc des prélèvements qui ont été faits au niveau du service d'anatomie pathologique ou du cabinet, avec le protocole qu'on a mis en place pour vraiment étudier le plus possible de surface de contact avec l'implant. Et donc là, on voit sur cette coupe transverse, donc là, vous aviez la lumière tubaire au contact de l'implant, et on voit un corps étranger ici. Et là, vous avez l'équivalent donc de cette coupe. On part du même prélèvement qui est inclus dans un bloc de paraffine sur lequel on a fait nos colorations standards. Et à partir de ce même bloc de paraffine, sur la même coupe en microscopie électronique à balayage, donc vous voyez l'équivalent, donc là en beaucoup plus gros, et donc là, c'est l'analyse de ces différentes particules. Alors, je passe la parole à Michel. Voilà, je prends le relais et puis je repasserai la parole à Emmanuel, justement pour donner des exemples. Voilà, ce qui est très intéressant, par exemple le cas que montré très intéressant de ce monsieur qui a une prothèse de genou depuis 7 ans. Alors, il faut absolument qu'on se renseigne, c'est des prothèses de genou métal, parce que celles-là aussi elles ont été plus ou moins retirées. Et on trouve de l'acier. Alors ça peut être aussi de l'acier qui peut venir aussi du passage, il y a eu des contaminations d'acier dues au passage de l'aiguille. Ça pourrait être une contamination, il faut être extrêmement prudent, mais d'après Michael, ça paraît peu probable, et peut-être que cet homme, il a eu une prothèse de genou qu'il a encore, qui envoie, qui est du métal, c'est les métal, je pense qu'il faudra se poser la question, parce que ça envoie des particules d'acier dans ses reins, et qui a favorisé la granulomatose de la maladie de Wegener. C'est une maladie de cause idiopathique. Mais là, avec l'anapathe et le questionnaire, on arrive à identifier une cause. Voilà. Donc c'est pour ça, ça on vous l'a déjà montré. Donc j'avance. Donc voilà, je vais vous donner quelques autres exemples très intéressants par rapport à cette maladie qui s'appelle la sarcoïdose. Maladie de cause inconnue, idiopathique. En fait, nous on pense et on se bat actuellement au niveau des sociétés de médecine interne pour dire attention, avant de dire ça, il faut faire un questionnaire extrêmement approfondi qui n'est pas fait actuellement ces jours-ci dans la plupart des services. Et puis, s'il s'agit d'une sarcoïdose qui peut évoluer de manière chronique, sévère, eh bien, il faut faire la microscopie électronique parce que même si on est passé à côté à l'interrogatoire de quelque chose, on peut identifier des choses. Là, je vous montrer ce dossier qui est très intéressant. Là, c'est une patiente qui, à l'âge de 20 ans, elle a été diagnostiquée sarcoïdose. Elle avait eu des ganglions médiastinaux et puis elle a été
traité à la cortisone quelque temps, puis elle était perdue de vue, elle allait pas mal, elle continuait, elle était une sarcoïdose chronique, mais elle n'était pas gênée vraiment. Et 30 ans plus tard, elle arrive à la service de médecine interne de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc parce qu'elle est fatiguée, elle a de l'insuffisance rénale, et on lui trouve au PET scan des ganglions qui fixent et qui font évoquer peut-être un cancer des ganglions, un lymphome malin. Et du coup, elle a une nouvelle biopsie, et voilà ce que donne la biopsie. Eh bien, vous voyez qu'elle montre cette fameuse cellule géante multinucléaire, mais quand même, l'anapathe, Mme Travers-Mélan, a dit il y a quand même des particules, il y en a une grosse là, quand même, qui fait à mon avis peut-être 10 microns, et puis des toutes petites, vous voyez, qui sont autour là, et elle a quand même tiqué là-dessus. Mais bon, les internistes nous ont envoyé, c'était granulomatose épithéliale gigantocellulaire, elle a observé des particules, mais nous on l'a reçue pour les internistes pour mise en route d'un traitement pour sarcoïdose. Voilà, ça n'a pas été... Et donc on a interrogé cette patiente qui nous dit, écoutez, moi je n'ai pas de métier qui m'empoussière. Par contre, j'ai un hobby depuis l'âge de 15 ans. Je suis passionné de restauration de meubles anciens. Et donc, tous ces week-ends, elle passe son temps à restaurer des meubles. Et en particulier, elle restaure des meubles et elle utilise en particulier des brosses en acier, des brosses électriques en acier, puis elle ne met pas de masque du tout. Et ça, elle fait ça depuis 30 ou 40 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on a analysé, là cette fois-ci on a fait la transmission, ça a été un peu compliqué, mais on a analysé, vous voyez, un macrophage, un gros noyau de macrophage, et donc on a analysé par le micro-analyseur, là c'était celui de la fac de médecine, dont la LCTMP est propriétaire, et on a montré que c'était de l'acier, et que donc cette femme, en fait, et qu'elle utilisait des choses comme ça, et le diagnostic, depuis 35 ans, en fait, c'était pas une sarcoïdose, c'était qu'elle s'exposait à des particules d'acier, et je pense que c'est dommage parce qu'elle a 55 ans, elle est gravement handicapée par une insuffisance rénale, elle est en dialyse, et je pense qu'elle a une intoxication à l'acier. Et d'où l'intérêt c'est pour ça, c'est de faire ce questionnaire, alors là, je vous montre un autre dossier qui est intéressant. C'est un dossier qu'on a eu récemment du service de médecine interne de la Saint-Étienne, du professeur Catébras, qui avait quelqu'un qui est tatoué, il a un tatouage, et de l'épaule, un gros tatouage, et puis il a développé une sarcoïdose systémique, avec une sarcoïdose neurologique, une sarcoïdose rénale, avec des granulomes dans le rein, une sarcoïdose dans le nerf, il n'y a pas eu de biopsie, il avait aussi des ganglions, une sarcoïdose ganglionnaire, et puis une atteinte aussi cutanée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que M. Catrebas vous a envoyé plusieurs blocs de paraffine. Là, c'est le ganglion. Et vous voyez, il y a plein de particules. Et qu'est-ce qu'on trouve si on fait une analyse sans particules? C'est que du titane. Or, le titane, c'est un composé des poudres de tatouage, un excipient de poudre de tatouage. Mais le plus intéressant encore, et c'est connu, il y a eu des articles qui montraient qu'on trouvait du titane dans les ganglions axillaires, c'est pas loin, l'épaule, la région axillaire. Mais le plus intéressant, à mon avis, chez ce patient, le plus instructif chez ce patient, c'est dans le rein. Alors, dans le rein, voilà. Et dans le rein, on trouve encore pas souvent du barium, c'est pas de la contamination de la pièce, on trouve du sulfate de barium pour 25% d'une centaine de particules analysées. Et là aussi, le barium, c'est un excipient des poudres de tatouage. Et donc ça veut dire que cet homme, à mon avis, il n'a pas une sarcoïdose généralisée. Il a en fait un empoussièrement, il prend plusieurs séances. Et il y a parfois, ça a été mis trop profond, c'est parti dans le circuit lymphatique. Peut-être c'est parti dans les capillaires aussi, c'est allé dans le rein. Et en fait, cet homme, on montre la présence des particules qui sont la cause de c'est pas une sarcoïdose, c'est une granulomatose à corps étranger due à ce tatouage. Voilà. Là, c'est un autre cas qui est aussi très intéressant d'un patient qui était étiqueté sarcoïdose, mais qui était un ouvrier du bâtiment, extrêmement poussiéré. Il était persuadé que c'était pas ça, que c'était la cause de son métier. Alors je lui disais, monsieur, vous avez une sarcoïdose. Vous pouvez voir quand même qu'il a des poumons qui sont quand même très abîmés, qui font penser c'est peut-être une sarcoïdose stade 4, mais également il y a des silicoses qui sont exactement le même aspect et on ne peut pas faire la différence. Et en fait, vous voyez, on a reçu les biopsies, de toutes petites biopsies bronchiques, de son arbre bronchique, et vous voyez, il y avait quelques particules, et en fait, la micro-analyse de ces particules a montré qu'en fait, on avait de l'acier, du tungstène et de la silice en quantité beaucoup plus importante que la norme,
Pour nous, on trouve 5% de silice et 60% d'aluminosilicate. Et en fait, cet homme, quand on l'interroge avec le questionnaire Minapat, il utilise des scies en carbure de tungstène pour couper du béton. Béton, c'est la silice, et également aussi de l'acier. Donc cet homme c'est pas une sarcoïdose, et actuellement il a beaucoup de difficultés pour se faire reconnaître en maladie professionnelle. Pour moi, alors, il y a une certitude que cette maladie pulmonaire, c'est pas du tout une sarcoïdose, c'est lié à son activité professionnelle. Voilà, hop là. Donc, d'où l'importance du questionnaire Minapat. C'est à partir d'expérience, à partir d'une revue de la littérature. Il y a Valentin a contribué à cette mise au point de ce questionnaire. Et donc aussi, il y a un questionnaire Silicosis qui a été fait à Paris aussi. Et donc, on a 37 questions d'exposition professionnelle, 24 non professionnelles. Et on pose aussi des questions sur les dispositifs implantants, parce que ça, c'est des choses que ce questionnaire, il a évolué par rapport à il y a 10-15 ans. Voilà, donc maintenant, alors le problème de Minapat, c'est que c'est cher, Minapat. C'est cher, les victimes d'implants et sûrs, un certain nombre ont pu faire financer leurs analyses par les mutuelles. Il y a Banque Populaire, je crois Banque Populaire, il y a aussi Massif, il y a plusieurs mutuelles de protection juridique qui ont financé ça, mais c'est vrai que c'est un coût. Actuellement, on est à 450 € hors taxe, et c'est vrai que c'est actuellement, alors les implants et sûrs, je crois que du moment qu'on a publié, on va en parler cet après-midi, il n'y a plus forcément besoin. Ça peut être pour un dossier individuel, ça peut être intéressant, mais avec les publications qui ont été faites, je comprends. Actuellement, on en a très peu. Et par contre, je pense que pour le poumon, c'est vraiment intéressant, parce que là, il y a une grande variété d'expositions possibles. Donc le problème, c'est comment faire financer ces analyses. Et donc, je vais redonner la parole parce que l'idéal, ça serait d'arriver à le faire financer par la Sécu. Je vais redonner la parole à Emmanuel. C'est un acte ANAPAT, c'est d'ANAPAT. Oui, alors, pour vous expliquer un petit peu les financements de ce type d'acte, actuellement, une analyse anatomopathologique, comme les illustrations qu'on a pu voir sur des biopsies, des pièces opératoires, tout ça est financé par le système de santé, par des cotations spécifiques au niveau de la Sécu. Il y a actuellement d'autres actes qui sont en cours de développement dans la prise en charge des patients, ce qu'on appelle les actes de biologie moléculaire à visée thérapeutique. On parle par exemple quand on recherche des mutations dans les cancers du poumon, dans les adénocarcinomes du poumon, pour pouvoir donner des thérapies ciblées. Pour l'instant, ces actes ne sont pas pris en charge par la Sécu. C'est un financement spécifique, c'est des actes hors nomenclature, donc qui sont basés sur le système RIHN, le référentiel des actes innovants. Donc c'est des actes technologiques nouveaux qui demandent à avoir un minimum de recul pour faire leurs preuves, avant de passer à la nomenclature Sécu. Mais ça met beaucoup plus de temps que la théorie. Donc l'idée, ce serait de voir comment pouvoir financer ces actes de microscopie électronique. Excusez-moi. Et donc pour vous expliquer un petit peu le processus, donc il y a 4 conditions pour pouvoir inscrire un acte dans ce référentiel des actes de nomenclature. Donc un caractère de nouveauté, une phase précoce de diffusion, qui est des risques pour le patient préalablement caractérisés et susceptible de présenter un bénéfice clinique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert. Donc ça, c'est la définition officielle pour pouvoir inscrire ces actes. Et du coup, les modalités de prise en charge, donc il y a inscrire ces actes dans ce référentiel. Donc tous les ans, il y a un renouvellement des actes disponibles. Donc il faut déposer un dossier à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, donc il y a une plateforme spécifique. Donc tous les ans au mois de septembre. Et donc le dossier est étudié sur une durée de 6 mois avant la publication de l'actualisation du référentiel. Et donc ces demandes doivent émaner d'un établissement de santé public ou privé qui est éligible à des financements mairie. En fait, c'est des financements liés à la recherche. Quand vous avez des établissements qui font des projets de recherche, ils touchent des indemnités par ce système de mairie. Et donc on ne peut pas lancer ça à partir d'un établissement. On s'était dit, est-ce qu'un établissement privé d'ANAPAT qui serait intéressé pour collaborer pourrait se lancer dans ce projet? Malheureusement non, c'est que les établissements de santé qui peuvent bénéficier de ces budgets recherche. Et donc une fois la nomenclature, la théorie c'est 3 ans d'observation avec prise en charge par l'enveloppe mairie, et pour après évoluer vers une prise en charge à la Sécu. Donc ce référentiel RIHN, il existe depuis 2018, et malheureusement, pour l'instant, il y avait des actes de biologie moléculaire, par exemple dans le cancer du côlon, qui sont très bien codifiés, les recherches de mutations KIRAS par exemple, c'est toujours pas passé à la cotation Sécu. Malheureusement, c'est un système... Du coup, ces actes en nomenclature, il y a un surcoût. Les établissements de soins qui prennent en charge ces patients
ne vont percevoir une indemnité sur ces budgets de recherche qu'à hauteur d'environ 50%, et ils ne seront indemnisés qu'un an après. Donc un établissement de soins devrait être déjà avec un reste à charge, et on ne peut pas facturer ces actes en nomenclature à des patients. Donc c'est un système qui est quand même très, très compliqué pour pouvoir arriver à ce qu'il y ait un accès vraiment large à toutes les personnes pouvant bénéficier de ces nouvelles technologies. Voilà, donc la microscopie optique a permis la définition de certaines maladies depuis plus de 130 ans, on parle de la sarcoïdose depuis un certain temps, mais il faut maintenant pouvoir aller plus loin pour sortir du terme idiopathique un peu trop facile, et on espère pouvoir évoluer dans la prise en charge financière de ces actes.